Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir ou bonjour, comme vous le souhaitez. Bienvenue sur CLC Web Radio, la radio de Coutras. Une nouvelle émission avec de nouveaux invités, Joanne à ma gauche et Christophe à ma droite. Christophe, c'est un habitué. Joanne, un nouvel élément, un nouveau jeune. D'ailleurs, si vous voulez faire comme Joanne et participer, vous nous passez un coup de fil et ça sera un plaisir que de vous faire... de vous accueillir, de vous faire participer à l'émission, surtout de vous exprimer et d'avoir votre avis, l'avis de l'ado. Aujourd'hui, l'avis de l'ado, on a pris comme thème, on a choisi comme thème, je sais, le savoir de l'adolescent. Mais il ne le dit pas comme ça, l'adolescent, il dit je sais. Tu peux me faire ça, s'il te plaît? Je sais. Tu peux, je sais, je sais, je sais. Il y a la fameuse chanson de Jean Gabin qui s'adressait à l'adulte, mais il y a aussi cette particularité qu'ont les jeunes de tout savoir. Eh bien, on fait référence au discours de la méthode de Descartes qui disait « cogito ergo », je pense donc je suis. Vous voyez que tout le monde veut être, mais sans la pensée, on n'est rien. Et puis, il y a Socrate. Socrate qui est le père de la philosophie et le maître de Platon qui disait « connais-toi toi-même ». Avant de connaître les hommes, il faut se connaître et connais-toi toi-même. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va mettre en exergue le fameux « je sais, je sais, je sais », mais on va aussi peser leurs connaissances et leurs capacités à ces jeunes ados qui représentent le monde des lycéens, pas des collégiens, parce qu'on ne peut pas faire venir un collégien eu égard à cette minorité. Il a moins de 13 ans, il faudrait des autorisations spéciales, et puis on ne pourrait pas élever un petit peu le débat. Ils sont la représentativité parfaite des jeunes, et ils vont nous donner leur avis des jeunes. Alors, je sais, je sais, je sais. Christophe, tu sais tout? Oui, effectivement. Et Johan, tu sais tout? Non, Johan. Pardon, Johan, tu sais tout? Bah ouais, oui. Bon, je crois qu'on peut terminer l'émission. Allez, bye bye. Tu sais tout, c'est réglé. Non, je vous promets que vous ne savez pas tout. À ton avis, Oui. savoir-être, savoir-faire, ça te parle? Quoi? Le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Oui, ça me parle. Eh bien, je t'écoute. Ça me parle pas parce que ça me parle pas sur... C'est une feuille, c'est écrit, c'est du papier. Non, alors, plus sérieusement, parce que je vois que t'es pas concentré. Le savoir, c'est mon propre savoir, c'est le savoir commun, c'est le savoir de quelqu'un qui est autre que moi, ça peut être... C'est la connaissance. La connaissance en culture générale, dans une notion bien spécifique, c'est très vague, mais c'est un peu tout. Le savoir-être, c'est comment se tenir, la prestance. Se tenir droit, bien se tenir à table, parler poliment, parler dans un langage choisi, oui. Et avoir un comportement exemplaire. Et le savoir-faire, c'est l'expérience. Le savoir-faire, c'est l'expérience. Par exemple, l'artisan qui a l'habitude de produire, par exemple... Là, je te parle pas de l'artisan, t'es pas artisan encore. Je parle de Christophe qui a 17 ans. Je sais. Je prends mon exemple. Quelqu'un qui a un savoir-faire, c'est quelqu'un qui a l'expérience et qui a la connaissance et la maîtrise de son domaine. Il sait faire. Tu estimes avoir la maîtrise de ton domaine? Mais quel est mon domaine? Je te pose la question. Si mon domaine c'est... Oh non, tu vas dire que c'est cliché, le jeu vidéo, alors oui, j'ai une petite maîtrise quand même. Parfait, c'est la chose que je voulais pas entendre, il a dit. Ah, ça t'embête ça. Quel est ton avis, Johan, sur le savoir, le savoir-être, le savoir-faire? Ah. C'est vague. Ah oui, c'est vague. Le savoir-faire, c'est être capable de créer quelque chose de matériel ou quelque chose de matériel. Le savoir-être, c'est plutôt quelque chose dans la façon dont on se comporte en société ou avec des gens ou des choses comme ça. Et après, le savoir, c'est surtout que c'est pas matériel, c'est quelque chose qu'on acquiert avec de l'expérience
ou avec des connaissances. Très bien, donc je sais. Tu sais tout? Oui, Dans ton domaine alors. oui. Puisque tu sais tout, parle-moi de ce type d'action. Analyser, observer et agir. Mets tout ça dans l'ordre. Agir, observer, analyser. Par quoi commencerais-tu? D'abord, il faut observer. Et faut regarder ce qu'on peut faire. Quand on a observé, après, on peut analyser. On analyse tout ce qui pourrait tout ce qui pourrait se passer de ce qu'on a vu. Et pour en finir, on agit. Et ça vient en dernier parce que faut pas agir sans avoir analysé. Sinon, pourrait y avoir des conséquences plus ou moins graves au fait qu'on ait sauté une étape à cet ordre. Donc tu es quelqu'un de rationnel. Oui, Tu le savais? j'en, je Tu ne le sais savais pas. pas, donc tu vois, tu sais pas tout. Non. Alors Christophe, parle-moi de la devise suivante. Fuir, attaquer, esquiver. Attaquer, esquiver, fuir. Mets ça dans l'ordre et qu'est-ce que tu penses de cette Oui. trilogie? Il n'y a pas d'ordre particulier. Dans attaquer, esquiver, fuir. C'est 3 actions qui sont assez indépendantes. Alors, attaquer, esquiver, fuir, ça soulève un conflit. J'ai pas besoin d'attaquer quand je suis pas en conflit, j'ai pas besoin d'esquiver quand je suis pas en conflit, et fuir, c'est fuir le conflit. Bon, lorsque je suis dans un conflit, j'ai besoin d'attaquer, j'ai besoin de me battre. Et moi je te préviens, quand j'attaque mon casse-croûte, je me bats contre personne. J'attaque mon casse-croûte. T'attaques ton casse-croûte. Voilà, j'ai pas besoin de conflit pour attaquer. J'attaque Mais une. tu j'attaque- esquives ton casse-croûte. Ah non. Tu fuis ton casse-croûte. Parfois, pour pas Eh grossir. ben si parfois. tu fuis ton casse-croûte, je vais te le prendre, donne-le-moi. D'accord, voilà. Non, mais Rien ne se perd, une chose tout à fait naturelle. Alors revenons-en à l'esquive et à ton explication. oui. Attaquer, c'est une action offensive. C'est l'attaque, c'est... Même quand tu attaques ton casse-croûte, c'est pour qu'il n'en reste rien. Oui. Bon, sinon, c'est que tu n'as pas l'estomac assez vide. Lorsque tu esquives, c'est parce que tu sens le danger. Tu as senti le danger, tu veux pas te le prendre en pleine face, tu veux pas te prendre l'attaque de l'adversaire en pleine face, alors tu esquives. Et lorsque tu fuis, c'est parce que, en ayant analysé et observé, comme Johan a dit, eh ben, tu vas agir, et là, tu vas te rendre compte que, oh putain, que si je me barre pas maintenant, c'est foutu. Alors là, tu vas t'enfuir. Et la fuite, c'est pas... C'est jeune, hein, c'est intelligent. Oh, t'avais pas remarqué, tiens. Non, mais la fuite, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. C'est pas parce qu'on fuit qu'on a un lâche malgré tout l'honneur que je porte en moi, même si mon honneur serait sali parce que j'ai fui. Mais des fois, une retraite tactique s'impose. Or, on peut prendre en combat, mais on peut prendre aussi lorsque je fais une action particulière que je travaille. Peut-être, alors, fuir son travail, bon, ça paraît un peu débile, mais dit comme ça. Mais si je fuis l'exercice parce que je peux pas le faire maintenant et que je vais fuir vers ma leçon pour mieux la comprendre et pouvoir mieux réussir à mon exercice, par exemple, bah à ce moment-là, oui, la fuite est stratégique. Je sais que tu ne sais pas tout, mais tu sais quand même bien analyser les choses. Merci Christophe. Et bim. Vouloir, essayer, pouvoir. Johan, vouloir, essayer, pouvoir. Ces 3 mots t'incitent à penser quoi? Que tout d'abord, avant de pouvoir, faut essayer quelque chose. Enfin, avant de pouvoir faire quelque chose, on peut avoir la volonté de le faire, vouloir le faire, sans avoir essayé. On peut pas en avoir la certitude qu'on peut y arriver. Si, par exemple, quelqu'un qui essaye d'apprendre quelque chose, peu importe l'âge, s'il n'a pas essayé avant et qu'il se dit je veux absolument faire ça, peu importe la détermination qu'il va avoir, si quand il essaye il trouve ça trop dur, il y a des chances qu'il arrête. Et s'il veut vraiment, il y a des chances qu'il continue et qu'à ce moment-là il progresse et il fasse ce qu'il a envie de faire. Du coup ça passe par l'essai d'abord et ensuite quand on veut on peut. Alors j'ai ri, c'est pas, je me moquais pas de toi, je pensais à un truc auquel vous ne pensez pas encore, parce que vous n'avez pas essayé. Vous voyez à quoi je pense? Je sais.
Ouais, mais là, je sais pas de quoi tu parles. Bah, c'est normal, tu vois, il y a des choses que tu sais pas. Quand les pulsions te monteront jusqu'à la gorge, Ou tu plutôt, comprendras que je fais bien semblant de pas comprendre, oh là là. N'allons pas vers ces terrains boueux. s'adapter, s'imposer, se taire. D'accord, je S'adapter, suis vexé, s'imposer. je me tais. Non, non, pas du tout. Hmm. Développe-moi, c'est le sens de ces trois mots. S'adapter, s'imposer ou se taire. On s'adapte, on s'impose, on se tait. S'adapter, s'imposer, se taire, s'adapter, s'imposer. Mais moi, Tu ça va sais, ces alors. 3 mots me font penser à Charlie Chaplin, qui, avec son personnage Charlot, avait dit « Soit on s'adapte, soit on disparaît ». S'adapter, c'est lorsqu'on est dans une situation problématique. Bon, toutes les situations ont une problématique. Je suis dans une situation, soit j'ai la capacité de m'imposer parce que j'en ai les moyens, soit je dois m'adapter. Parce que je n'ai pas les moyens de m'imposer par ma force ou mon intelligence, et il faut que je m'adapte pour pouvoir retomber sur mes pieds. Soit je me tais, je disparais. Charlie Chaplin, je fais référence à lui parce qu'avec son personnage Charlot, alors, il n'avait pas disparu de la scène après Charlot, mais il avait dit soit je m'adapte, soit je disparais. À ce moment-là, ça fait plus référence à se taire. Ici, il a dit qu'il ne pourrait pas s'adapter et donc il a préféré se taire et il a fait taire ce personnage. On ne l'a plus jamais revu. C'est dommage, hein, c'est un très bon personnage, mais c'était le choix de son auteur. Moi, m'imposer, bien sûr, s'imposer, ça. Comme ça, dans mon esprit d'homme machiste, ça reste un petit peu la meilleure des solutions parce que c'est la classe, je m'impose, je sais. Ah, Je sais, je peux donc m'imposer. je sais, je m'impose par mon savoir. Je m'impose par mon savoir, je sais comment m'imposer, je sais comment être le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, celui qui a le plus gros muscle. Et pourtant, des fois, il faut mieux se taire. Parce que lorsqu'on s'impose, des fois, on s'expose à... Oh là là, incroyable. On s'expose à des risques. Et on s'expose à des conséquences mauvaises. Et des fois, se taire ou s'adapter sont une meilleure solution. On a fait le tour là. Hein. Ça t'embouche un coin, mon Jean. On sera toujours surpris avec ces ados. Hein. Mhm. Paroles d'ados. Amen. Penser, accepter, rêver. Penser, accepter, rêver. Ça t'inspire quoi, Alors, Johan? tout ça pour avoir un lien avec la réalité. On peut accepter la réalité telle qu'elle est, ou encore rêver d'une réalité où tout serait meilleur, ou tout simplement penser à cette réalité sans pour autant en rêver. Mais l'accepter, ça pourrait rester une bonne solution, accepter, parce que ça permet ça fait un lien avec s'adapter. On accepte et du coup, on s'adapte à cette chose, à cette réalité. Rêver, ça fait une barrière entre réalité et... Enfin, entre ce qu'on aime et ce que du coup on apprécie moins dans la réalité. Il y a une barrière entre accepter et rêver, parce qu'on rêve de quelque chose, on peut pas rêver de quelque chose qu'on accepte. Enfin, on peut en rêver, mais pas dans le sens l'imaginer, la façonner dans son esprit. Et le désirer. Et la désirer. En plus, ils sont d'accord, c'est incroyable. Mais toujours. Est-ce que j'ai été malveillant en disant c'est la première partie, on va faire une pause? Juste avant la pause, je vous pose une question. Ai-je été malveillant en vous affublant de la caractéristique suivante? Je sais, je sais, je sais. Oui, c'est une petite pique, mais bon. Vous pensez que je me suis trompé? Oui. Oui. Ben, vous êtes plus intelligent que moi. Une pause de musique musicale, toc ça l'abricot. nous redonnera le calme et la sérénité. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour. Nous voici sur la deuxième partie de notre émission La vie de l'ado, avec pour thème Je sais, je sais, je sais. L'ado, c'est tout. Nous, on sait rien. Ou alors on sait tout, puis eux savent rien. Mais je pense qu'ils nous en apprennent quand même malgré tout. La preuve, écoutez bien. Croire, espérer, prier. Ça t'inspire quoi? Pardon. Respirer. Croire, espérer, prier. Alors déjà, croire, c'est quelque chose dont on n'est pas certain à 100%. C'est pas une certitude, ça n'a pas été démontré comme par exemple les croyances religieuses.
c'est pas des choses qui sont démontrées. C'est juste des choses qui sont créées dans notre esprit pour, pour croire. Enfin, je pense que l'être humain a besoin de croire en quelque chose de supérieur qui aurait des droits sur nous. Après, espérer, ça sonne un petit peu comme. C'est comme si on attendait quelque chose en retour. Enfin, et on l'attend, mais il y a des chances qu'on l'ait et des chances qu'on l'ait pas, et on espère l'avoir. Et c'est un petit peu comme si on jouait à la roulette et que s'il y avait une chance sur deux qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas. Et après, prier, ça a aussi une sorte de sens religieux où, où on va, euh, on va supplier un- quelque chose auquel on croit, de faire quelque chose pour nous. Et du coup, croire et prier, ça peut aller ensemble, alors que espérer, ça va ensemble, ça peut aller avec, mais pas totalement, totalement. Ça, voilà. D'accord. Christophe, penser, espérer, prier, ça t'inspire Croire, quoi? espérer, prier. Croire, espérer. Alors d'une part, je suis assez d'accord avec Johan, et en plus, on peut ajouter que, en, en plus de la connotation religieuse qu'on peut y voir, c'est la connotation de l'espérance, hein. Quand je pense aux Ukrainiens, par exemple, qui fuient leur pays, bah moi je pense qu'ils croient en une vie meilleure, qu'ils espèrent avoir le bonheur et qui prient pour que ça arrive. Voilà, c'est ces trois termes liés, et puis, comme Johan l'a dit, hein, il a déjà tout dit, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? On croit en quelque chose, on prie pour que cette chose arrive on espère, euh, et on espère que ça marchera. Aimer, détester, tolérer. Ça te parle? Aimer, détester et Aimer, tolérer. détester, tolérer. Oui, ça me parle. Alors, Bah, dans notre vie, en tant qu'homme, on est tous amenés à détester, à aimer, et euh, en tant que citoyen, surtout j'espère, à tolérer. Lorsqu'on est en face d'un individu, je peux l'aimer, je peux le détester, mais dans tous les cas, je devrais le tolérer. Qu'importe ce que je pense de lui, si je le tolère pas, ça n'ira pas. Et je dois surpasser mon préjugé, ce qui fait que je le déteste, pour avoir un comportement respectueux tout de même. Donc c'est encore une fois trois termes liés. Et même s'ils semblent s'opposer, aimer, détester, tu sais, aimer, oui. Je sais aimer quelqu'un très sincèrement. Euh, Il y a des gens qui ne savent pas aimer, il y a des gens qui sont hypocrites, qui sont capables de dire je t'aime sans même en penser le grand A du mot aimer. Et pourtant, moi, je pense que oui, quand j'aime quelqu'un, je l'aime honnêtement. Moi, j'aime mon père, j'aime mon ami Johan, j'aime mes amis qui sont déjà venus sur le plateau. Voilà. tu sais, détester. Est-ce qu'on sait vraiment Non, détester? pas on, toi. Est-ce que tu sais détester? Alors, bon, je vais reformuler. Est-ce que je sais vraiment détester? Est-ce que l'homme, parce que je ne suis qu'un homme, donc je peux dire un homme, sait vraiment détester? On déteste si facilement, encore plus facilement que l'on peut aimer, qu'on ne sait pas vraiment détester et on le fait comme ça. Tu sais détester? Je pense pas qu'on puisse parler d'un savoir. C'est pas tellement un savoir-faire détester quelqu'un, c'est plutôt un ressenti, par exemple, une personne, enfin, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est une sorte de sentiment qu'on a à l'égard d'une personne. On peut autant aimer une personne parce qu'elle est gentille, on peut autant la détester parce que même si elle est gentille, elle a des pensées qui diffèrent, qui peuvent poser des débats, qui, qui correspondent pas aux nôtres ou des choses comme ça. Donc tu n'es pas programmé pour détester. Non, 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 Est-ce que tu es personne. programmé pour aimer? Pas spécialement non plus. Mais, T'es pas on est, programmé pour aimer? mais on est plus programmé pour aimer que pour détester. Ah d'accord, Tout à fait d'accord. tout à fait d'accord. Tu sais tolérer?
Alors oui, je le sais, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Là, par contre, c'est quelque chose qui s'apprend. Par exemple. Mais si on est un couillon fermé d'esprit, quand on va voir quelqu'un arriver, je sais pas moi, quelqu'un qui sort de l'ordinaire, quelqu'un d'un peu extravagant, on va pas le tolérer. Je ne veux pas aller te demander qu'est-ce que c'est extraordinaire, qu'est-ce que c'est qu'extravagant. Parce que je pense que je suis extravagant par rapport à toi. Ou que tu es extravagant par rapport à moi. C'est quoi l'extravagance? C'est la différence. C'est la différence, Donc, notamment, oui. c'est ça. Mhm. Donc, et tolérer, c'est je sais tolérer, donc. Tolérer, c'est accepter la personne telle qu'elle est. D'accord. Et même si on la juge parce que c'est dans notre nature, ne pas montrer notre jugement et rester respectueux quoi qu'il arrive. On va aller plus loin. C'est le savoir-vivre en société. Exactement. Vérité, mensonge. Est-ce que tu sais ce que c'est que la vérité? Est-ce que tu sais ce que c'est que le mensonge? Effectivement, je sais ce que c'est la vérité, c'est pour ça que je suis l'être le plus puissant de l'univers. Mhm. Ne notez pas ça, monsieur le psy. Oui. L'autre qui se marre. Mais vous êtes là pour ça, hein? Non, mais... Je suis en présence est-ce que d'ado. je Je sais ne suis ce pas que en présence de docteur en psychiatrie. Hein. Je suis en présence d'ado. C'est pour m'excuser de dire des bêtises. Non, mais ne t'excuse pas. Dis ce que tu as à dire. On part ici sans haine et sans crainte et sans tabou. On dit tout ce qu'on a à dire. Bon. Donc, monsieur le psy n'écrira pas la connerie que tu viens de me dire. Mais néanmoins, que peux-tu me dire sur la vérité? La vérité. Est-ce que tu la détiens, la vérité? Ou est-ce que tu la dis parfois? Alors, est-ce que je détiens la vérité? Si j'étais le grand détenteur de la science infuse, eh ben sûrement que je dirais la vérité. Malheureusement, personne ne l'est parce que ça n'existe pas. Et ceux qui se font passer pour cela, ce sont des grands prédicateurs du mensonge, qui vient juste après d'ailleurs. La vérité, personne ne la détient vraiment et c'est à nous de nous la forger. Une vérité, c'est subjectif parce que si la réalité, c'est un fait établi, par exemple... je sais pas moi, sur une feuille de papier, il y a marqué le chiffre 6. Et ben, pour Joanne qui est en face de moi, sa vérité, la réalité c'est que le chiffre 6 qui est marqué, non, la réalité c'est que le chiffre 6 qui est marqué, pour lui sa vérité c'est que moi je vois 6, lui il verra un 9 parce que ce sera à l'envers pour lui. D'accord. Voilà. Le mensonge. Le mensonge. Bon, le mensonge, c'est un message qui a été dépourvu de sa vérité. Parce que si je prends un mensonge et que je lui enlève sa part de vérité, un message, je lui enlève sa part de vérité, ça devient quelque chose de faux. Et si c'est faux, c'est un mensonge. C'est quelque chose d'erroné, de là à dire malhonnête et mensongeux peut-être, ça reste à le prouver dans les intentions. Un mensonge, tel qu'on l'entend, c'est propager, diffuser une idée, mais qui est fausse. Par exemple, je pourrais dire à Johan, tu sais, Johan, il n'est pas habillé dans un t-shirt bleu, mais il est actuellement dans un tutu rose, papa. Attention. Ah ouais? Et là, ça, tu l'avais pas remarqué. C'est complètement c'est un message qui est dépourvu de sa vérité, à savoir un t-shirt bleu, et qui est transposé dans un mensonge. Voilà. La réalité, c'est la vérité ou le mensonge? La réalité, bah, c'est propre à chacun. On peut pas dire si c'est vrai ou si c'est faux, enfin si c'est la vérité ou un mensonge, tant qu'on s'est pas mis à la place de l'autre et qu'on n'a pas essayé de comprendre sa façon de voir les choses ou se mettre dans son point de vue à lui. C'est pas quelque chose qu'on peut affirmer et dire ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est un mensonge. C'est quelque chose qu'il faut démontrer. Par exemple, si on dit que ça c'est un mensonge, il faut démontrer pourquoi c'est un mensonge et qu'est-ce qui en fait un mensonge. On peut pas juste arriver et dire oui, ça c'est la vérité. Il faut dire pourquoi c'est vrai, pourquoi, et le pourquoi c'est... Les gens t'ont déjà menti? Quelqu'un t'a déjà menti dans ta vie? Oui. Tiens, mais dis-lui pourquoi t'as pas apprécié le mensonge. Au monsieur qui est derrière la caméra. Dis-lui. Regarde-le bien en face, puis dis-lui. J'ai pas apprécié que tu me mentes. Pourquoi? Bah, j'ai pas apprécié pour que tu me mentes parce que, bah...
Bah, t'aurais pu y laisser ta vie et non, il aurait pas dû mentir. T'aurais pas dû. Vraiment. C'est, c'est quelqu'un qui m'est cher quand je lui ai envoyé un message pour savoir comment il allait prendre de ses nouvelles, il m'a dit oui, je vais bien. Et peu de temps après, ma mère m'a appris qu'il est rentré dans un poteau électrique et qu'il avait tout la moitié du visage ouvert ici, qu'il était sur un lit d'hôpital au bord de la mort. Et quand je lui avais demandé ça, il m'a dit qu'il allait très bien et voilà. Donc, tu as besoin dans ta vie de la vérité, de vivre avec la vérité. C'est mieux, C'est mieux. c'est mieux. Parce que le mensonge, ça peut faire mal. La vérité, si on l'a dit, ça fera mal. Mais vaut mieux dire la vérité qu'un mensonge qui sera appris plus tard par une autre personne. Et puis vaut mieux avouer que inventer une excuse ou quelque chose comme ça, parce que les conséquences par la suite peuvent être plus grandes que celles qu'on imaginait. Donc là, je suis persuadé que tu sais, oui, tu sais, les dégâts que peuvent causer le mensonge. Oui. Merci pour ce témoignage très prenant. On va passer maintenant. Alors, dis-moi qui tu es, mon cher Christophe. Es-tu optimiste dans la vie, pessimiste ou réaliste? Est-ce que tu sais ce que tu es? Oui. Ah ben voilà, je sais. Alors je sais, je suis J'ai quand même le droit de optimiste, savoir qui je suis. Ben, j'espère. Ou réaliste? Optimisme, pessimisme, bon, j'arrive pas à Optimiste, le dire. pessimiste ou réaliste? Je suis un peu de tout. Mhm. Je suis une bonne soupe, une salade. Optimiste, pessimiste, Pessimiste, réaliste. réaliste. Je retombe dans mes vieux travers. Je suis optimiste quand je vois la vie en rose. Je suis pessimiste quand je la vois en noir parce que ça va pas. Et je suis réaliste quand je décide de voir les choses objectivement et d'analyser simplement la situation. Pourquoi tu vois la vie en noir parfois? Parce que je suis, comme toute personne, on peut être confronté à des problèmes qui font qu'on a forcément un peu moins le moral. Et que donc, on peut être pessimiste à certains moments. Mais tu sais que tout problème a une solution? Effectivement, si tu le dis, Ah, tu vois que tu sais pas tout. Très bien. ça Optimiste, coule de source. pessimiste ou réaliste? Qu'est-ce que J'aurais- tu es, Joanne? J'aurais tendance à être optimiste parce qu'il faut toujours voir le bon côté des choses. Même si une chose mauvaise est arrivée, il y aura forcément quelque chose derrière qui fera que cette mauvaise chose peut se transformer en bonne chose. Et le pessimisme, j'aime pas trop cette idée d'une potentielle réalité pessimiste parce que ça peut créer un cercle sans fin où on fait que broyer du noir. Et souvent, ça entraîne les gens ça peut nous entraîner dans quelque chose de mauvais au fond. Et ça peut être destructeur pour une personne pessimiste qui voit toujours le verre à moitié vide. Elle se rend pas compte des choses, des chances qu'elle a ou des choses ou des privilèges qu'elle a par rapport à d'autres personnes. Et après, le réalisme, c'est dire voir la réalité telle qu'elle est en face de nous, sans prendre de détour en disant oui, ça peut être, il y a un bon côté à ça ou il y a un mauvais côté à ça. Mais est-ce que la réalité peut te rendre optimiste ou pessimiste? Oui, mais après, ça, c'est qu'un point de vue personnel. Quelqu'un qui verra quelque chose en tant que du mauvais côté, une autre personne peut la voir du bon côté. Donc, le réalisme, c'est juste c'est juste la chose qu'il y a devant nous. Après, le pessimisme ou l'optimisme, c'est plus un ressenti personnel de cette réalité qui est face à nous. Christophe, est-ce que tu penses qu'on a besoin pour vivre d'optimisme et de pessimisme? Est-ce que c'est un juste milieu ou est-ce qu'on peut vivre qu'avec de l'optimisme ou s'il est pessimiste, il ne va pas vivre longtemps. Hein. Mais est-ce qu'il y a un bon équilibre ou est-ce que cet équilibre, il doit être à 90% optimiste et parfois pessimiste? Est-ce que
Est-ce qu'on marierait plus optimisme et réalisme que optimisme et pessimisme? Qu'est-ce que tu es, toi? Moi, je suis des trois, je l'ai déjà dit. Il m'arrive d'être optimiste, il m'arrive d'être pessimiste, et il m'arrive d'être réaliste. Or, des fois, je vois un fait et je me dis que ce fait, j'y peux rien, ça me rend pas triste, ça me rend pas heureux. C'est... Et des fois, je pense à quelque chose où, comme ça, je suis optimiste, sans pour autant qu'il y ait une raison particulière. Tu crois en demain? Ah oui, Bah, t'es optimiste alors. mais bien sûr. Mais Bon. est-ce que parce que je ne croirais pas en demain, je suis pessimiste? Oui, Pourquoi? parce qu'il faut pas le vivre demain. Si tu n'y crois pas, le vis pas. Je sais. Mais que j'y crois ou que je n'y crois pas, je devrais Tu devras le vivre. Mais tu vas le vivre en noir. Autant le vivre en Et pleine pourquoi lumière. je ne le verrais qu'en noir? Ben, parce que tu C'est dis une que vision des choses qui est fermée. demain risque, tu voudrais pas le vivre parce que tu risques d'être pessimiste. Que le pessimisme, si tu dois vivre demain, tu le vivras pas. Tu le vivras de façon pessimiste. Donc tu vivras. Mais des fois, je me couche et je me dis, punaise, demain, j'ai pas envie d'aller en cours, je vais avoir maths, espagnol, machin. Oh, la bourde, ça va être une catastrophe. Et quand j'arrive à l'école, alors j'étais pessimiste, je voulais pas aller demain. Demain, j'y suis, et quand j'arrive à l'école, oh punaise, mathématiques, je rigole bien avec la prof, avec les copains. Bon, faut pas rire avec les profs, faut travailler, mais j'y arrive pas, je suis perturbateur. Très bien. Perturbé surtout. Oh, Le dogmatisme. Le- Être dogmatique, être pragmatique ou être idéaliste. C'est ce qu'on va voir après la pause musicale. Réfléchissez-y. À tout à l'heure. Eh bien, après cette pause musicale, nous voilà de retour. Le thème Je sais, je sais, je sais dans la vie de l'ado, c'est aujourd'hui avec Johan et Christophe. Johan et Christophe. pourquoi, Une question. au lieu de je sais, je sais, je sais, on fait pas je B, je B, je B? Je B. Oui, comme je sais, A, B, C. Ah, d'accord. Très bien. Vous voyez que. Ah ouais, j'en suis pas là, moi. Donc, C'est des choses. ah ouais, c'est le verbe savoir hein, dont je voulais parler. On va maintenant s'exprimer sur le phénomène suivant. Qu'est-ce que le dogmatisme? Es-tu dogmatique, pragmatique ou idéaliste? Moi, Oui, Christophe. Johan d'abord. Non, c'est bon, vas-y. Bon, bah mince. C'est un match de tennis, on se renvoie la balle. Bon, déjà, il faut définir parce que là, c'est compliqué. Il y a beaucoup de termes. Il y a 3 mots, c'est trop pour moi. Dogmatique. Dogmatique, c'est, donc, de ce que je pense, le dogme, c'est les doctrines, c'est un ensemble de doctrines. Oui. D'accord. Le pragmatique, c'est celui qui est cartésien et qui a besoin de quelque chose de tangible pour penser. Oui. Ok. Et l'idéaliste, c'est celui qui est utopique, qui imagine, qui vit pour le rêve, dans le rêve. Or, pour le rêve, dans le rêve, c'est différent quand même. Alors regarde, en face de toi, t'as le plus beau spécimen d'utopiste, puisque je suis un idéaliste. Le plus beau spécimen tout court, mesdames. Je suis un idéaliste. Pardon, maman. Donc je suis un utopiste. T'es un idéaliste. Ah, mais bien sûr. Je suis un idéaliste. Je Tu vis dans selon l'utopie. tes idéaux. Tes idéaux. Mes idéaux. oui. Pardon. La bourde. Mes bougougal et mes idéaux. Mon idéal et mes bougougo. Alors, on continue. Continue ton explication du pragmatisme et de l'idéalisme. Es-tu un idéaliste? Est-ce que l'idéalisme, parce que tu n'as pas vraiment répondu, c'est celui qui vit dans son rêve ou celui qui vit selon ses idées Celui qui vit selon ses idées. et qui se forge en rêve? Attends, et je te signale que l'intervieweur, c'est moi, c'est pas toi. Et Mais si tu vas tu veux finir que je par réponde par à la- retourner la question en disant Oui, je prendrai le pouvoir un jour. Je sais, et je prendrai le pouvoir un jour. Donc voilà, je vais piéger. Non, Oui, je suis mais un il n'y a idéaliste pas de et je piège. vis selon mes idées. Est-ce que tes idées amènent des rêves? Ah, bien sûr. Bon, bah d'accord, alors je sais ce que c'est qu'un idéaliste, merci. Bon, alors en dogmatique, si je vis... Est-ce qu'un dogmatique et un idéaliste, ici, ce serait pas lié, et plus que lié, peut-être même des synonymes? Un dogmatique et un idéaliste? C'est plutôt Puisque c'est quelqu'un qui vit dans une doctrine, une Ah non, non, doctrine non, qui a une dans des façon de idées. penser. Dans des idées. Des idées qui sont souvent des idées humanistes. Mais je ne vis pas dans un dogme. Moi, je ne suis pas l'héritier d'une théorie dogmatique écrite d'accord. par un philosophe
révolutionnaire, C'est pas moi. anarchique, à tendance pif le chien. Tu Selon parles moi, de qui? de personne. Ouais. J'ai pas parlé de Karl Marx ni de Mélenchon. Je parle de personne. Mais l'idéalisme, c'est, à mon sens, mais d'abord, parce que là, il va finir par m'accuser de retourner la question. Je sais. Non, je ne sais pas tout, monsieur. C'est pour ça que je vous pose des questions. À toi, mon cher Johan. Johan, pardon. Putain. Et qu'est-ce que tu en penses? Alors, on va changer. L'humanisme, le rigorisme et le je m'en foutisme. Ça, c'est mon mot. Hein. C'est moi qui l'ai inventé. Ce mot est très utilisé par d'autres personnes aussi. Bien sûr. Oui. Non, mais ici, là, c'est moi qui l'ai Oui. calligraphié. Alors, l'humanisme, le rigorisme et le je m'en foutisme. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je pensais pas que ça s'écrivait comme ça, je m'en foutis. Mais soit. Mais déjà, le je m'en foutisme, ben, c'est quelqu'un qui en a rien à faire de tout et qui vit à la cool, au jour le jour, un petit peu comme ça. Il fait des choix, mais enfin, sans trop calculer les conséquences que ça pourrait avoir, je pense. Et du coup, bah, ça peut être bien, mais ça a aussi des inconvénients. Après, le rigorisme, si je me trompe pas, c'est quelqu'un qui est rigoureux dans ce qu'il fait. Donc, c'est quelqu'un qui fera tout à la perfection, comme on lui, enfin, pas à la perfection, mais comme on lui a demandé de le faire. Par exemple, si un prof donne 13 exercices, il fera les 13 exercices sans rechigner, sans se plaindre. Alors que l'humaniste, lui, ben, il croit en l'être humain et, et en ses capacités et à tout ce qu'il peut emmener et faire pour lui. Où tu te situes, toi, dans ces trois Moi, caractéristiques? je pense que je serais entre l'humaniste et le je m'en foutiste. Entre les deux. Tu serais pas un ado par hasard? Si. Ah, c'est pour ça. Et toi, Christophe, tu te situes où entre l'humaniste, le rigoriste et le je m'en foutiste? Un peu des trois. Un peu des trois. Oui, j'aime bien être un peu des trois à chaque fois. Bon, Je me mouille pas trop. d'accord. Ouais, faut pas faire de la forme hein, quand même dans ce que tu dis. Là, on va un peu terminer sur... Et là, il faut développer. Profiteur, budgétiveur, initiateur. Le profiteur, le budgétiveur, vous savez ce que c'est comme budgétiveur? C'est celui qui profite du budget. Oui, qui profite de la soupe pour manger gratos. Hein, et qui profite, c'est le fonctionnaire qui va bosser tous les jours, qui fout rien dans son bureau, mais qui est sûr qu'à la fin du mois, il percevra son salaire. Tandis que l'ouvrier, s'il le fait pas, ben, le patron va le foutre dehors. C'est ça, un budgétiveur, c'est celui qui nuit à l'intérêt de la société parce qu'il s'accroche aux branches, puis il fout rien. Voilà. Il fait pas avancer la machine. Et puis le profiteur, ben, c'est le contraire, hein, c'est celui qui va... Alors, es-tu profiteur et qu'est-ce que tu penses du profiteur, budgétiveur, initiateur? Qu'est-ce que ça veut dire? D'après toi, ça t'inspire quoi? Ben, je pense qu'il vaut mieux être un initiateur. Enfin, on serait mieux vu en tant qu'initiateur. On va faire des choses. Parce C'est que, une importance d'être bien vu ou mal vu? bah, pas spécial. Enfin, ça dépend de la personne. T'as besoin d'être bien vu? Non, mais enfin, ça peut faire du mal à des personnes du fait de savoir qu'elles sont mal vues pour telle ou telle raison. Et ça peut ben, faire qu'elles soient fausses avec les gens, qu'elles se montrent pas réellement telles qu'elles sont. Alors que si tu t'entreprends des choses, tu seras toujours réel, peu importe. Enfin, tu seras toujours toi-même, peu importe ce que tu fais ou ce que tu entreprends. D'accord. Alors qu'un profiteur, il va juste arriver sur un projet et profiter de ce qui va se passer un petit peu. Et s'il voit que ça commence à sentir le roussi ou quoi, il va partir, changer de personne et il va juste profiter des projets des autres et de ce que les autres entreprennent. Tu en connais dans la vie des gens comme ça? Depuis ta tendre enfance jusqu'à ta scolarité actuelle, est-ce que tu en as vu des profiteurs? Je pense, mais je suis pas totalement sûr, donc je veux pas m'avancer trop Mhm. sur ça. Ouais. Et alors, le budgétiveur? Ben, le budgétiveur, il va aider les gens, mais en demandant une grosse compensation en retour. Il va, enfin, il va plus, il va plus. Je vois pas trop comment l'expliquer. Parce que tu n'es pas concerné par ce style de Non. comportement. C'est aussi pour ça. Qu'est-ce que tu penses, toi,
du profiteur, du budgétiveur et de l'initiateur. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? Moi, de ce que tu m'expliques, le budgétiveur, j'ai l'impression que c'est très lié au profiteur. Mais après, tu m'as dit que c'était le contraire. Alors, Ah non, non, c'est un profiteur. Il profite, mais en plus, Mais il profite il du pille la système. caisse, quoi. D'accord. Le profiteur, il va travailler, comme tu l'as dit, mais il va prendre le fruit de ton travail et pour se l'accaparer. L'autre, il va rien foutre et il va vivre à tes dépens. C'est-à-dire, c'est toi qui vas travailler. Budgétiveur. Oui, le budgétiveur, oui. Hmm. C'est dans la fonction publique, Ah, on c'est dit, pire. il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont budgétiveurs. Il y en a qui sont d'excellents. Et l'initiateur, c'est celui qui lance les projets. C'est celui c'est celui qui initie les gens à sa façon de faire et de penser, mais qui lance des projets aussi. C'est ça? Ah, je sais pas, c'est toi qui sais, je sais. Donc, si c'est ça, pour toi, c'est ça? Oui, pour moi, c'est ça. Un initiateur, c'est ça? C'est quelqu'un qui lance des projets? Je pense que c'est quelqu'un qui tente des choses, qui, Qui entreprend, qui qui, a un oui, désir qui a de pas conquérir peur, quelque qui a part. pas peur de tenter des choses et Quel est le plus Alors utile que- à la société des trois? Bah, ils sont tous utiles, mais le plus utile, c'est je l'initiateur. suis pas sûr que le profiteur soit très utile à la Bah, société. j'ai l'impression qu'il faut tout pour faire un monde et que même si on est bien fort pour lancer un projet, s'il n'y a pas des profiteurs et des budgétiveurs qui seront là pour s'intéresser et donner de la visibilité à notre projet, on aura beau faire des efforts monumentaux, ça va pas forcément servir à grand chose. Alors, l'initiateur lance et les autres suivent, Ouais, c'est un petit peu comme des moutons, quoi. mais des moutons qui servent à quelque chose. Sans moutons, t'as pas de laine pour le froid. T'as pas de laine pour l'hiver. Ah, je savais pas. Tu savais pas ça? Si, bien sûr. J'ai ravi de tes explications. Je voudrais que tu nous fasses, à travers cette accusation que j'ai portée sur vous, ou cette vision qui est précaire, je sais, je l'ai assez entendu. Hein. Moi-même, j'étais un spécialiste du je sais. J'ai commencé à plus savoir quand il m'a fallu assumer la valeur d'exemple, être plus exemplaire que celui qui m'enseignait. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Mais sinon, j'étais un ado infernal, moi, je savais tout. Je sais encore tout, c'est ça que tu veux me dire. Alors, quelle est ta conclusion sur ce que nous venons de voir? Parce que vous avez développé des thèmes, quand même, qui sont des thèmes philosophiques. Notre cher ami derrière sa caméra nous l'a bien fait remarquer. Hein, Gégé, et lui qui anime le festival de philosophie de Saint-Émilion, qui anime depuis 15 ans, voit des philosophes et il a osé vous comparer à des philosophes. Mais c'est merveilleux. Vous avez donc une philosophie d'ado qui tient la route. Néanmoins, quelle est ta conclusion sur le petit débat, l'entretien que nous venons d'avoir à ce sujet? Dans le domaine du je sais, est-ce que c'est une accusation? Déjà, quand Johan et moi, alors, je pense que je peux parler aussi pour Johan, hein, on répond je sais, évidemment, c'est pour rire. C'est pour rentrer dans le jeu. C'est parce que, évidemment, on pourrait dire ah non, je sais pas tout. Des fois, parce qu'il y a des fois où on sait pas, où on sait vraiment. Ah oui, il y a des fois où on sait vraiment. Bon, évidemment, puisqu'on l'a étudié. C'est pour ça qu'on est à l'école. Tout à l'heure, tu as parlé de Socrate, personnage dont le nom nous est tous un petit peu élogieux. C'est le père fondateur de la philosophie, il me semble que tu l'as dit. Oui, je l'ai dit et je le maintiens. Socrate n'a pas dit seulement connais-toi toi-même. Mhm. Il a surtout dit la seule chose dont je suis sûr, c'est que je ne sais rien. Ah bah c'est bien ça, tu le sais, tu vois. Bien sûr, je sais que je ne sais rien. Et ben, Parce à que la c'était ma manière de conclusion, il me l'a piqué, il m'a piqué ma conclusion, c'est pas vrai. Oh là. Mon pauvre petit Bon, chou. vas-y, continue, va. Et ben, Ils sont Tu redoutables. Hein. ouais, je suis un sacré voleur. Vous êtes tous des ados redoutables. Vas-y, continue. Et bah tu vois, pour dire comme Socrate, même si on dit je sais pour rire, au fond, on sait rester humble, on sait rester modeste, on sait poser les questions quand on en a besoin et ne pas juste essayer de patauger, de chercher une réponse. Est-ce que ça va être ta ligne de conduite durant toute ta vie, ce que tu viens de dire là? Ou Oui. est-ce qu'un jour tu vas te la péter comme tous les autres qui accèdent au pouvoir et qui prennent le melon comme ça? Ou est-ce que tu vas rester le Christophe Bougal qui sait, mais qui ne sait rien? Je serai surtout le Christophe Bougal qui ne sait rien et qui veut apprendre. Voilà. À toi. À toi, Johan. Quelle est ta conclusion? Et vas-y, parle. N'aie pas peur, sois pas impressionné. Et là, c'est ta première émission, tu t'es très bien débrouillé. Continue. Sa deuxième émission, pardon. Vas-y. Ben,
Moi, je pense que le je sais des ados, c'est surtout un cliché. Parce qu'on sait des choses, mais on sait qu'on sait enfin, on sait qu'on connaît pas certaines choses. Du coup, dire qu'on croit tout connaître, c'est un petit peu nous mettre un cliché sur le dos comme ça, un peu trop lourd pour nous. Parce que ben, c'est dur quand même. Tout le temps, ah, mais je croyais que tu savais, t'es un ado, ou les trucs comme ça, c'est des remarques, mais ça fait partie d'un cliché qui affecte beaucoup de personnes. Et voilà, enfin, Ta conclusion sur l'émission. Ton passage à l'émission et la discussion que tu as eue là, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que tu vas te sentir mieux en partant? Ou est-ce que ça t'a permis de te valoriser ou de découvrir autre chose? Ou de oui. te découvrir? Oui, ça m'a permis de me découvrir parce que ben, je pensais pas faire de la philosophie avant l'année prochaine déjà. Et tu veux vraiment te découvrir? Oui, Ben, regarde là. non, c'est bon. Regarde-toi. Non, Il faut c'est accepter son image, bon sang. bon. Oui, mais. T'as pas assez regardé la caméra, mais en tout cas, Ah, c'est bien. mince, Tu t'exprimes super bien. Et ça nous a fait plaisir de t'accueillir. Et tu es quelqu'un de réflexion et qui a une grande sagesse. Je vous félicite tous les deux. Je vous remercie beaucoup, mes chers téléspectateurs et auditeurs de CLC Web Radio. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine et bon vent. Au revoir. Au revoir.